Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cours de l'analyse financière. Alors on va commencer avec une introduction mais en même temps un rappel sur un certain nombre d'éléments nécessaires pour comprendre la matière. Alors pour commencer, on peut dire que l'analyse financière est une branche qui fait partie d'une discipline plus vaste qu'on appelle la finance ou bien la finance d'entreprise. Comme vous savez, en sciences de gestion, il y a plusieurs spécialités, il y a plusieurs disciplines, il y a le marketing, commerce, il y a également la finance, et il y a également d'autres formations concernant la gestion de ressources humaines, etc. Dans cet élément de module, on va voir essentiellement un module de finance qui s'appelle l'analyse financière. Donc on peut commencer par nous interroger sur qu'est-ce que c'est que la finance. Alors la finance, dans un sens le plus intuitif, le plus vulgaire, entre parenthèses, on peut dire que c'est tout simplement l'argent. La finance veut dire tout simplement l'argent. Et donc il s'agit de la gestion des ressources financières ou bien de l'argent de l'entreprise. Comme vous le savez, l'argent ou bien la finance est essentielle pour créer toute entreprise. Au début de la création d'une entreprise, on a besoin d'avoir tout simplement un capital. Et donc ce capital, c'est l'argent. Donc au moment de la création, on a besoin d'un capital. Par la suite, quand on commence l'activité, c'est-à-dire le fonctionnement de l'entreprise, on a besoin également des ressources financières pour acheter les matières premières, pour payer par exemple ou bien la rémunération du personnel, etc. Et également pour le développement de l'entreprise. À un moment donné, l'entreprise peut risquer de perdre sa concurrence ou bien sa position concurrentielle. Et donc pour renforcer davantage l'avantage concurrentiel, l'entreprise est amenée à faire des investissements. Et ces investissements sont tout simplement nécessaire pour son développement. Et c'est un investissement sous forme d'argent. Donc la finance touche tous les aspects de l'entreprise depuis sa création au cours de son fonctionnement et par la suite pour assurer sa pérennité et sa durabilité. Alors la finance en tant que technique, on peut dire qu'elle a pour objectif la mise à disposition des ressources financières, c'est-à-dire de l'argent, à moindre coût. Et là, je vais souligner à moindre coût parce que quand on va chercher les ressources financières nécessaires pour la création, pour le fonctionnement et également pour le développement d'entreprise, il faut chercher les ressources financières à moindre coût, c'est-à-dire dont le coût est minimum ou minimal. Il s'agit essentiellement des intérêts. Et donc un financier, c'est quelqu'un qui optimise les ressources financières en cherchant le coût minimal ou bien un coût qui est très faible. Alors la finance en tant que discipline de l'entreprise est composée de plusieurs disciplines ou bien sous-disciplines. La discipline la plus importante en finance, c'est une matière que vous connaissez très très bien et qui s'appelle la comptabilité générale. La base de l'analyse financière qu'on va étudier, c'est cette discipline, à savoir la comptabilité générale. Donc pour mieux préparer le terrain pour l'analyse financière, on va commencer avec un petit rappel sur la comptabilité générale et par la suite on va entamer l'analyse financière en précisant d'abord ses objectifs et par la suite bien sûr je vais vous exposer le plan de l'analyse financière. Alors on va commencer avec une petite définition générale et également intuitive. Alors on peut dire que la comptabilité est une technique d'enregistrement. C'est une technique d'enregistrement de l'ensemble des opérations effectuées par l'entreprise
au cours d'un exercice comptable. Et comme vous le savez, un exercice comptable veut dire tout simplement une année. La chose la plus importante à signaler dans la définition, c'est qu'il s'agit ici d'une discipline qui enregistre toutes les opérations effectuées par l'entreprise avec ses différentes parties prenantes. Les opérations, par exemple, avec l'État, au moment de paiement des impôts, ce sont des flux qui sont enregistrés par la comptabilité générale. Au quotidien, il y a des opérations de vente avec les clients et donc c'est des flux qui sont enregistrés par la comptabilité. La même chose avec la banque, les salariés, les associés et les fournisseurs. Donc toutes les opérations effectuées par l'entreprise sont enregistrées par la comptabilité générale. Ces définitions reflètent cette puissance de la comptabilité générale en tant que discipline de la finance, mais également des sciences de gestion d'une façon générale. Alors maintenant, on va essayer d'exposer cette technique, c'est-à-dire technique d'enregistrement. Alors comment les comptables assurent l'enregistrement de comptables? Alors comme vous le savez, pour commencer tout enregistrement en comptabilité, il faut avoir une pièce justificative. Par la suite, l'écriture est passée dans un journal qui s'appelle le journal de l'entreprise, bien le journal comptable. Par la suite, les opérations du journal sont virées dans un état qui s'appelle le grand livre. Par la suite, on a la balance avant inventaire. À la fin de chaque exercice, il faut faire l'inventaire. Et par la suite, on obtient ce qu'on appelle la balance après inventaire. Et puis, la dernière étape de ces enregistrements, c'est l'obtention de ce qu'on appelle les états de synthèse. Donc, je vais essayer de vous rappeler brièvement chaque étape et avec ses différentes composantes et également des exemples. Alors, la première étape, c'est les pièces justificatives. La comptabilité se base essentiellement sur les pièces. On ne peut pas passer une écriture si on n'a pas une pièce justificative. Alors, vous avez plusieurs exemples de pièces, ou bien plusieurs exemples de pièces, ou bien de pièces justificatives, c'est ça. Alors, vous avez par exemple la facture. Donc, la facture, c'est une pièce justificative. Vous avez là un petit exemple de facture. Bon, les factures, elles ont un certain nombre de dénominations qui sont obligatoires, qu'il faut avoir impérativement sur une facture. Par exemple, le mot facture doit figurer sur la facture. Également, vous avez les quantités, les désignations, le montant en lettres et également en chiffres, la TVA également, le cas échéant, etc. Alors ça c'est, si vous voulez, la pièce la plus, je dirais, importante, la plus importante de la comptabilité. Que ce soit des factures des ventes ou bien des factures d'achat. Nous avons également d'autres pièces justificatives, c'est la traite ou bien la lettre de change. La traite, vous l'avez déjà étudiée en première année. Donc la lettre de change est tout simplement une reconnaissance de dette. Une reconnaissance de dette. Alors, vous avez également ici les relevés bancaires qui représentent également des pièces justificatives. Vous avez également les bons de caisse. Les bons de caisse, ce sont des bons qu'on utilise pour traiter tous les mouvements sur la caisse de l'entreprise, soit entrée de caisse ou bien sortie de caisse. Alors nous avons également d'autres pièces justificatives comme les ordres de virement, les billets à ordre, etc. Alors sur ce point-là, j'aimerais bien signaler quelque chose de très important. Alors il y a d'autres documents qui sont utilisés au niveau de l'entreprise et qui ne font pas partie des pièces justificatives,
comme par exemple les bons de commande, les bons d'achat, les bons de livraison et les bons de réception. Ces bons-là ne sont pas reconnus comme des pièces justificatives. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme des pièces justificatives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer une écriture comptable sur la base d'un bon de commande, un bon d'achat, un bon de livraison ou bien un bon de réception. Les seules pièces qui sont acceptées pour les enregistrements, c'est la facture, c'est la traite, c'est le relevé bancaire, également les bons de caisse. On peut dire que les bons de caisse sont les seules pièces qui sont acceptées pour les enregistrements en comptabilité. Alors, une fois que le comptable dispose de la pièce justificative, il utilise un état qu'on appelle le journal. Alors, le journal, c'est tout simplement un état qui prend cette forme-là que vous voyez là, cette forme d'écriture, qui sont bien sûr chronologiques selon le temps. Alors, en général, on distingue entre deux types de journaux, un journal classique et un journal dit centralisateur. Alors, le journal classique, c'est le journal que vous avez étudié en première année et qui ne fait pas la distinction entre le type d'opération. Alors, c'est un journal qui est utilisé juste pour donner des cours à caractère théorique pour les étudiants, surtout les étudiants de première année. C'est tout simplement un journal qui date de l'époque où il n'y avait pas de logiciel dédié à la comptabilité générale. C'est exactement ce que vous avez vu en première année. Alors le journal, d'une façon générale, contient plusieurs éléments. Vous avez là les numéros de compte. Vous avez également ici la partie débit. Et ici, vous avez la partie crédit. Et ici, vous avez les montants de l'opération. Alors ça, c'est, si vous voulez, la façon avec laquelle vous avez étudié la comptabilité générale. Alors, sur le plan pratique, en comptabilité, il y a ce qu'on appelle des journaux auxiliaires. C'est-à-dire que, avant même de commencer les enregistrements, il faut poser la question sur la nature de l'opération. Et à ce moment-là, le comptable doit effectuer ce qu'on appelle un classement des pièces. Alors, cette classification des pièces nous donne 5 journaux auxiliaires. Il y a ce qu'on appelle le journal d'achat. Il y a également le journal de vente, le journal caisse. Il y a également le journal banque. Et le 5e, c'est le journal opérations diverses. Donc au total, nous avons 5 journaux auxiliaires. Nous avons le journal achat, où on met ici toutes les opérations d'achat. Achat, bien sûr, fournisseur. S'il s'agit par exemple d'une opération de vente, il faut enregistrer ça dans un journal séparé qu'on appelle le journal de vente. Si vous êtes devant une opération, par exemple, on utilise la caisse, vous utilisez ce journal. S'il s'agit d'une opération qui touche la banque, on utilise le journal banque. Et puis, en dernier lieu, s'il ne s'agit pas d'une opération d'achat, de vente, de caisse ou bien de banque, alors l'opération est automatiquement classée dans opérations diverses. Voilà, si vous voulez, l'architecture qui existe aujourd'hui dans tous les logiciels de comptabilité qui existent sur le marché. Alors ça, c'est la comptabilité que vous avez étudiée, et ce journal-là, on l'appelle le journal classique. Mais aujourd'hui, on ne travaille pas avec un journal classique puisqu'il y a l'informatique ici qui est entrée depuis longtemps. Donc on parle d'un système qui est
centralisateur qui fait la séparation entre ces différents journaux. Bien sûr, les personnes qui ont déjà passé des stages apprennent à utiliser correctement cette architecture. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire les opérations débit, crédit, les montants et tout ça, c'est le même principe. Mais c'est juste, il faut faire avant une classification des opérations par rapport à cette architecture. Alors après le journal, nous avons le grand livre. Alors pour le grand livre, il s'agit tout simplement de centraliser les opérations que vous avez effectuées dans le journal. Il prend généralement la forme d'un T, où vous avez ici la partie débit, la partie crédit, ici par exemple le journal banque, le compte banque. Et il y a des opérations que vous passez ici et ici dans différentes dates. Et puis à la fin, on doit calculer un solde pour chaque compte. Alors l'information la plus importante donnée par le grand livre, c'est ce solde-là. Comme vous savez, le compte banque, c'est un compte qui est très mouvementé, qui est très utilisé par l'entreprise. Chaque jour, il y a des opérations d'achat, de vente, et qui passent à travers le compte banque. Donc, si vous utilisez le journal, on va retrouver qu'il y a plusieurs opérations qui sont touchées ou bien qui touchent ce compte-là, compte banque. Alors, si je m'arrête et je vous dis, donnez-moi le solde compte, à travers le journal, vous ne pouvez pas répondre. Donc, le grand livre joue ce rôle-là, c'est-à-dire de donner ce solde-là. Par exemple, on va dire un solde de 100 000 dirhams, solde débiteur. L'importance de ce solde-là, c'est de permettre à l'entreprise de prendre des décisions. Si vous ignorez le solde de votre banque, vous pouvez à un moment donné tomber dans une situation de cessation de paiement. Vous n'avez plus d'argent dans votre banque pour effectuer les paiements. Et donc, le journal vous permet d'avoir cette information d'une façon instantanée. À n'importe quel moment, vous pouvez entrer dans le grand livre et avoir cette information. Si vous avez de l'argent sur votre compte, vous pouvez par exemple continuer à effectuer des paiements soit de fournisseurs ou bien le paiement de vos salariés, etc. La même chose pour les autres comptes. Vous pouvez avoir ici le compte client, débit, crédit. Donc chaque fois que vous effectuez une vente à crédit, il y a des comptes qui passent ici, ou bien des opérations qui passent dans le débit. Alors, quand vous effectuez ou bien le recouvrement, c'est-à-dire quand le client vous paye, vous passez le client dans la partie crédit. Et donc, à la fin, vous obtenez, par exemple, le solde débiteur. Bon, disons que c'est 20 000. Donc, le client ou bien le solde client, il est visible sur le grand livre. C'est une information également très importante pour l'entreprise, de savoir combien il a d'argent chez ses clients. Et donc c'est une information qu'il ne pourra pas avoir grâce au journal, mais grâce au grand livre qui contient cette information qui est le solde. La même chose pour la caisse, la même chose pour les fournisseurs, etc. Et donc là, vous pouvez remarquer que le grand livre donne une information supplémentaire par rapport au journal. Le journal, il y a vraiment le détail des opérations. Mais le grand livre, on commence à structurer des informations sous forme de comptes avec leur solde. Et c'est l'information la plus importante, comme je viens de le dire. Alors, après le grand livre, vous avez un autre état qui s'appelle la balance.
Alors la balance reprend les informations que vous avez dans le grand livre, c'est-à-dire pour chaque compte, vous avez par exemple ici 51-41, la banque, avec l'information du solde que je viens de préciser, donc soit débiteur, soit créditeur, et également avec le total. Alors ce total concerne les mouvements de l'exercice. Et c'est l'information la plus importante qui est donnée par la balance. Donc vous avez les comptes ici, vous avez les opérations débit, les opérations crédit, et puis vous avez le solde. Vous prenez par exemple un autre compte, 34-21, client, donc le solde débiteur que nous avons présenté tout à l'heure, avec les montants débit et montant crédit. Alors, si on s'intéresse à chaque ligne, on peut dire que ces informations existent bel et bien dans le grand livre. C'est les mêmes informations. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une redondance? Oui, dans un sens. Mais, qu'est-ce qui fait de la balance un état très important? C'est tout simplement le total. Le grand livre ne donne pas le total de l'ensemble des comptes. Donc c'est une information qui est importante. Vous avez ici le total de l'ensemble des opérations débit et le total de l'ensemble des opérations crédit. Alors, pourquoi ces deux informations sont-elles importantes? C'est tout simplement parce que ça nous permet de vérifier est-ce qu'il y a une égalité entre les mouvements débit et les mouvements crédit. Bien sûr, on doit en principe avoir une égalité parce que tout simplement, il y a le principe de la partie double. Mais des fois, on risque de ne pas avoir l'équilibre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se peut que vous avez inversé une écriture. Au lieu de mettre ça au débit d'un compte, vous l'avez mis dans un autre compte. Et donc, il y a un risque d'erreur. Donc, s'il y a un déséquilibre ici, on comprend qu'il y a tout simplement une erreur quelque part dans le journal. Alors, si on a un déséquilibre, on peut revenir rapidement et corriger l'écriture sur le journal et on va retrouver notre équilibre. D'où l'importance de la balance qui est généralement considérée par les comptables comme étant un moyen de contrôle. Donc la balance est un moyen de contrôle. Contrôle bien sûr des erreurs que le comptable peut commettre dans le journal. Donc ça, si vous voulez, le rôle de la balance que vous avez déjà étudié en première année. Alors après la balance, avant inventaire, il y a les travaux d'inventaire. Alors les travaux d'inventaire, comme vous le savez, sont effectués à une date précise qui est le 31/12 de chaque exercice. Il y a une obligation comptable qui fait que chaque fin d'exercice, les entreprises doivent effectuer un inventaire. Alors un inventaire, c'est un mot qui fait référence tout simplement à des opérations de comptage. Alors d'une façon générale, on distingue entre deux types de travaux d'inventaire. Il y a ce qu'on appelle les travaux
extra-comptables et il y a les travaux comptables. Alors les travaux extra-comptables, ce sont tout simplement, c'est l'ensemble des travaux d'inventaire physique, qu'on appelle également le récolement. Il s'agit tout simplement des opérations qui consistent à faire le comptage physique, comme vous pouvez le voir ici. Le comptage de quoi? Le comptage de l'ensemble des éléments d'actifs. Alors par actif, j'entends les immobilisations, j'entends également les stocks, on parle de l'inventaire des stocks, on parle de l'inventaire immobilisation et également un inventaire qui peut toucher la caisse et la banque qui sont moins importants et plus ou moins faciles à faire. Alors donc cette opération, bien l'ensemble de ces opérations consiste à vérifier l'existence des immobilisations, c'est-à-dire est-ce que par exemple le matériel existe toujours dans l'entreprise, est-ce que par exemple, ou bien combien on a de stocks, de marchandises, de matières premières, de produits finis, et également les disponibilités en caisse et également dans la banque. C'est une opération qui est physique, qui est extra-comptable, qui est en dehors de la comptabilité. C'est-à-dire ici, on ne fait pas débit-crédit, c'est un travail qui est manuel, qui consiste à faire le comptage. Alors généralement, dans les entreprises, on consacre une équipe pour faire l'inventaire. Cette équipe est généralement constituée des personnes qui travaillent à l'intérieur de l'administration et également dans les services concernés. On peut passer des heures et des heures de travail pour faire le récolement et donc faire l'inventaire physique des stocks, des IMO, etc. C'est pourquoi d'ailleurs il y a en principe des primes d'inventaire que les entreprises distribuent à la fin de cette opération. Alors ça c'est concernant les travaux extra-comptables. Alors pour les travaux comptables, c'est l'essentiel que vous avez vu en première année dans le semestre numéro 2. Alors dans le cadre des travaux d'inventaire, on utilise le journal. C'est pourquoi on appelle ça des travaux, ou bien on les appelle les travaux comptables, parce qu'on utilise un journal. Parce qu'on utilise un journal, on parle de travaux comptables, contrairement aux travaux qui sont extra-comptables. Alors dans les travaux comptables, on effectue ce que vous avez, je dirais, appris à le faire en première année, c'est le calcul des amortissements, le calcul des provisions, le calcul ou bien la régularisation des stocks également, et la régularisation des produits et des charges. Et on peut également effectuer les différents rapprochements, soit bancaires et également sur la caisse. Voilà, si vous voulez, en quoi consiste l'ensemble des travaux inventaires. Donc je récapitule pour l'inventaire. Il s'agit d'un ensemble de travaux de comptage qui sont effectués généralement à la fin d'année. Donc il y a les travaux qui sont extra-comptables. Ce sont des travaux manuels et également les travaux comptables dans lesquels on passe les écritures dans le journal. Alors une fois qu'on passe ces écritures dans le journal, on obtient, ou bien on peut obtenir une autre balance qui s'appelle la balance après inventaire. Alors cette balance après inventaire, contrairement à la balance avant inventaire, contient ce qu'on appelle les écritures de l'inventaire, celles qu'on vient de passer dans la partie inventaire. Et donc vous allez avoir ici des comptes d'amortissement, de provision, de régularisation de stock, etc. Mais par rapport à la forme, c'est la même forme de la balance avant inventaire. Alors en dernier lieu, dans ce processus d'enregistrement, viennent les états de synthèse. Alors les états de synthèse sont, comme vous le connaissez, le bilan, le CPC, l'éthique, c'est-à-dire l'état d'information complémentaire, l'état de solde de gestion et le tableau de financement.
Pour l'essentiel, en première année, vous avez vu, je pense, le bilan, le CPC, l'éthique. Alors, concernant l'éthique, il s'agit tout simplement des tableaux qui donnent des informations complémentaires sur les amortissements, sur les provisions, sur les acquisitions d'immobilisation, les cessions, etc. Donc en fait, c'est une autre reprise plus détaillée des informations qu'on retrouve dans le bilan et dans le CPC. Donc ce n'est pas extraordinaire, il suffit d'avoir l'information dans le journal pour la structurer et dans le bilan et dans le CPC pour la structurer sous forme d'état d'information complémentaire. Et puis vous avez ces deux autres états de synthèse, à savoir l'état de solde de gestion et le tableau de financement. Alors, pour le détail, ces deux états de synthèse, à savoir le SG et le tableau de financement, ils sont obligatoires pour les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 10 millions de dirhams. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise dont le chiffre d'affaires inférieur, ou bien est inférieur à 10 millions de dirhams, vous avez l'obligation uniquement d'avoir un bilan, un CPC et les états d'information complémentaires. Alors maintenant, on va enchaîner avec les états de synthèse, mais on va parler uniquement du bilan et on va parler du CPC. Alors le bilan, on peut le définir comme étant un état de synthèse qui décrit la situation patrimoniale de l'entreprise. Cette description se fait en termes d'actifs et de passifs. Je dis bien actifs et passifs et non pas emploi aux ressources. Parce qu'il n'y a pas une vraie équivalence entre les deux termes. C'est pas la même chose. Donc actif, c'est presque tout simplement les emplois, mais c'est pas la même chose. Donc j'ai évité de parler de ça. Et le passif, c'est presque les ressources, pas tout à fait. Donc le bilan est un état de synthèse. Vous voyez là qu'on parle d'une synthèse. Synthèse, ça veut dire résumé. Alors où est-ce qu'il est le détail? Le détail se retrouve dans le journal, se retrouve dans le grand livre, se retrouve dans la balance et dans l'inventaire. Mais le bilan, c'est un résumé. C'est un résumé qui porte uniquement sur la situation patrimoniale de l'entreprise, en termes d'actifs et de passifs. Alors, un bilan est généralement structuré sous forme de 5 classes, comme vous le savez. Donc, nous avons ici l'actif qu'on peut définir par tout ce que l'entreprise possède. Tout ce que l'entreprise possède est un actif. L'entreprise peut posséder par exemple des machines, des terrains, des constructions, matériel de transport, etc. Elle peut posséder également des stocks de marchandises, de matières premières, et également elle peut posséder une créance ou bien des créances sur ses clients. Et également, elle peut posséder un compte bancaire et également, elle peut posséder une caisse où il y a de l'argent, bien sûr. Donc l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède. Alors, l'actif, il est structuré en 3 grandes classes. L'actif immobilisé, c'est la classe 2. La classe 3, c'est l'actif circulant hors trésorerie. Et 51 pour la trésorerie active. Concernant le passif, on peut le définir par tout ce que l'entreprise doit, ou bien tout ce que doit l'entreprise. Alors, si je prends la classe 1, où il y a le financement permanent, vous avez par exemple les capitaux propres.
parmi lesquels on a le capital social. Alors le capital social, l'entreprise le doit aux associés ou bien aux actionnaires. Parce que tout simplement, il y a une différence entre l'entreprise et ses associés. L'entreprise n'égale pas ses associés. L'entreprise, elle a une personnalité morale. C'est pourquoi il y a cette distinction. Et on considère que le capital social fourni par les associés comme une dette. Donc le passif, généralement, il est assimilé à l'ensemble des dettes de l'entreprise, presque. Alors, vous avez également les dettes de financement qui sont généralement octroyées par les organismes de crédit comme les banques, etc. Et vous avez la classe 4 qui contient essentiellement les dettes fournisseurs. Et la trésorerie passive, oui, il y a essentiellement les découverts bancaires, c'est-à-dire les crédits à court terme, fournis par la banque. Voilà, si vous voulez, la structuration du bilan qui forme un chiffre 5, comme vous l'avez déjà vu. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà en ce qui concerne le bilan. Alors, il y a également à rappeler, également cette décomposition des numéros qu'on retrouve ici. Dans le bilan, ou bien dans les comptes utilisés en comptabilité, on distingue les classes. C'est lorsqu'il y a un seul chiffre. Exemple, la classe 1, financement permanent. Quand il y a deux chiffres, on parle d'une rubrique. La rubrique, par exemple, capitaux propres, 11. Quand il s'agit de 3 chiffres, vous avez le poste, exemple, capital social ou personnel. Et quand il y a 4 chiffres, on parle d'un compte principal, exemple, capital social. Bien sûr, on peut aller au-delà du compte principal pour parler des comptes divisionnaires, aussi à 5 chiffres, pour plus de détails. Voilà en ce qui concerne le bilan. Alors, un autre élément à signaler concernant le bilan, c'est la décomposition de l'actif et du passif. Alors, il faut savoir qu'en actif, nous avons 3 grandes rubriques. Nous avons le brut, l'amortissement et le net. L'amortissement ici, c'est en termes de cumul d'amortissement. Alors, contrairement à cela, le passif contient uniquement le net. Donc, quand on dit total actif égale total passif, ce n'est pas entre le brut et le net du passif, mais c'est entre le net et le net. Voilà. Total débit ou bien total actif égale total passif. Alors maintenant, place au CPC. Le CPC, comme vous savez, c'est le compte des produits et des charges. Il s'agit également d'un état de synthèse qui décrit l'activité donc la question de l'activité et la rentabilité.
Donc l'activité de l'entreprise est constituée généralement par les opérations d'achat et de vente. Les opérations d'achat et de vente, donc les achats généralement, on les enregistre dans la classe 6 et donc parmi les charges, et les produits et les ventes ici dans la classe 7. C'est l'activité, c'est l'exploitation de l'entreprise. Alors la question de la rentabilité, il a une relation directe avec le résultat de cette activité. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un bénéfice ou bien est-ce qu'il s'agit d'une perte? Donc le CPC, il y a en fait ces deux informations qui sont importantes, à savoir l'activité, comment est-elle structurée en termes de produits et de charges, mais également le résultat ou bien la rentabilité de cette activité. Alors généralement, vous avez la forme de bilan qui distingue entre la classe 6 dans la partie débit et la classe 7 concernant les produits. Alors le résultat final ou bien la rentabilité de l'entreprise est calculée sous forme, si vous voulez, de cascade et qui distingue les produits et les charges selon leur nature. C'est-à-dire en fonction de la nature des produits et des charges. De quelle nature s'agit-il? C'est tout simplement, est-ce qu'il s'agit des produits et des charges d'exploitation, c'est-à-dire liées à l'activité normale de l'entreprise, ou bien est-ce qu'ils ont un caractère financier ou bien exceptionnel? Donc il y a plusieurs niveaux de résultats. Donc le résultat d'exploitation, c'est tout simplement les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation. La différence entre les deux nous donne le résultat d'exploitation. Dans le deuxième niveau, on prend tous les produits financiers, on déduit les charges financières et on obtient un autre niveau de résultat qu'on appelle le résultat financier. On prend le résultat d'exploitation plus le résultat financier, ça nous donne ce qu'on appelle le résultat courant. Alors il y a également d'autres activités ou bien une autre activité qui est à caractère non courant, c'est-à-dire exceptionnel, qui nous donne des produits à caractère non courant, qui ne font pas partie de l'exploitation de l'entreprise, et également des charges non courantes. La différence nous donne le résultat non courant. Maintenant, nous avons un résultat qui est courant, qu'on va ajouter à ce résultat non courant pour obtenir ce que nous appelons le résultat avant impôt. Bien sûr, s'il s'agit d'un bénéfice, il faut déduire l'impôt. Je dis bien, il s'agit bien d'un bénéfice. Alors si vous déduisez, vous obtenez le résultat après impôt qui est aujourd'hui appelé par la suite résultat net, c'est-à-dire net d'impôt. Voilà, si vous voulez, concernant le CPC et son architecture. Voilà, c'est tout concernant ce petit rappel sur la comptabilité générale. Donc on a essayé de définir la comptabilité générale comme étant une technique d'enregistrement. On a vu comment on effectue les enregistrements des pièces justificatives jusqu'à l'obtention des états de synthèse. Et également, on a essayé de revoir les définitions et les composants du bilan et de CPC. Maintenant, on va s'arrêter à ce niveau-là et rendez-vous dans une autre capsule. Merci.